Dans ce nouvel épisode de Travail et moi, je reçois Stéphanie Daudier qui nous raconte son parcours professionnel des mathématiques au coaching. Et oui, dit comme ça, on se dit, mais quel est le rapport en fait? Et pourtant, tout s'est enchaîné, presque logiquement, grâce à sa capacité de saisir les opportunités qui se présentaient ou de les créer. Stéphanie a 62 ans, et comme elle le dit elle-même, son âge est une part fondamentale de son identité. Avec une énergie communicative et une curiosité stimulante, elle fait voler en éclats les limites que nous nous imposons trop souvent quand nous envisageons ce qui est possible à notre âge. Certainement une piste de réflexion pour les jeunes et les moins jeunes. On est toujours la jeune ou la vieille de quelqu'un finalement. Ce récit te renverra sans doute un miroir où trouver l'envie de réfléchir toi aussi à ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie professionnelle. Comme d'habitude, on parle de transition de carrière, de reconversion et de choix plus ou moins difficiles. Pas de conseils, pas de solution toute faite pour ton épanouissement. Pas d'injonction non plus, mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire où puiser ce que tu veux en fait. Je suis Sarah, consultante de carrière, j'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Stéphanie Daudier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sarah. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, je suis absolument ravie d'avoir cette conversation avec toi. Eh ben, écoute, je suis ravie aussi parce qu'on s'est croisés en vrai, dans la vraie vie, à un événement de Nina Raman, je pense. C'était le premier événement post-bootcamp. Et au-delà de ça, on se croise régulièrement sur LinkedIn, mais nous n'avons jamais vraiment échangé, en fait. Exactement, on échange par poste interposé. Exactement. Un début. Voilà. Relation parasociale qui devient une vraie relation finalement. Ça peut être rigolo. Et la première question que je vais te poser, c'est celle que je pose à tous mes invités et qui est, si tu devais te présenter sans dire ce que tu fais, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais mon prénom déjà, je suis Stéphanie, même Stéphanie Daudier. J'ai 62 ans, mon âge est une partie importante de mon identité aujourd'hui. J'ai trois enfants, trois filles, deux petits-fils, et je suis une active, je ne sais pas comment dire, indéfectible, j'arrête pas. Voilà. Ok. Et donc, tu as 62 ans et tu as dit que ça faisait partie intégrante de ton identité. Et c'est d'ailleurs souvent à ce sujet-là qu'on échange sur LinkedIn, le fait de ne plus avoir 20 ans, on va dire ça comme ça, et pour autant d'être toujours active et dynamique, on va dire ça comme ça aussi. Mais avant d'être une figure de LinkedIn et d'avoir créé ton activité, j'ai vu que tu as démarré ta vie professionnelle en tant que mathématicienne. Et j'aimerais savoir comment tu es devenue mathématicienne et pourquoi en fait. Je vois qu'on ne peut rien te cacher. Écoute, j'ai eu d'abord, donc je suis née dans les années 60, hein, donc dans une période, j'ai été élevée dans les années 60-70, une période de vie assez différente de celle qu'on vit aujourd'hui, dans une famille traditionnelle, hein, mais avec deux parents qui avaient une vision extrêmement claire de l'éducation et de donner à leurs enfants une éducation non genrée. Donc c'était pas dit comme ça. Mais on est deux filles et deux garçons, et en fait, tout le monde était à traiter à égalité. Donc moi, j'ai le rôle d'aîné, ça c'est un rôle unique, mais en tout cas, tout était partagé. Les enfants faisaient le même sport, on était vraiment engagés dans les mêmes activités, que ce soit les tâches ménagères, le travail scolaire, les activités sportives, etc. Donc en fait, moi, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de liberté. Et quand j'ai voulu faire des mathématiques, bah, j'ai fait des mathématiques. Voilà, c'était un truc qui me plaisait. Il n'y avait pas de frein. Je pense, pour avoir pas mal travaillé avec des filles dans la filière scientifique, des femmes d'aujourd'hui dans la filière scientifique, plus jeunes que moi, je pense qu'il y avait moins de freins à ce que les filles fassent des maths. En tout cas, moi, je me suis sentie très libre. Et alors, pourquoi j'ai choisi les maths? Parce que j'adorais ça, en fait. Je trouvais ça très drôle. Je jouais. Voilà. Et je pense que prendre les maths comme un jeu, c'est une bonne façon de regarder voilà, d'apprendre, de découvrir. C'est assez créatif.
Voilà. Alors, j'avoue que j'ai jamais eu ce sentiment-là pour les maths. Cela dit, ça me rappelle ce que ma fille m'a dit quand elle a commencé ses études. Elle a commencé en faisant de la biologie. Et un jour, elle s'est retrouvée dans une salle où il y avait des équations mathématiques au tableau. Et elle est rentrée et elle m'a dit, Maman, je ne peux pas continuer ma vie sans faire de maths. Il faut absolument que je recommence. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, je vois, elle m'a jamais dit que c'était un jeu pour elle, mais je pense que c'est un peu comme ça qu'elle le voit. Donc, je vois assez bien le sentiment que ça peut provoquer chez quelqu'un, même si ça m'est étranger à moi personnellement. Et l'autre question que je voulais te poser justement par rapport à ton éducation et aux mathématiques, euh, à ton avis, pourquoi à ton époque c'était moins un sujet les femmes dans la science et dans les maths que ça l'est aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si ça l'était moins ou si on en parlait moins. Je pense, c'est sûr qu'on en parlait moins. On était probablement aussi moins sensible aux stéréotypes. On était éduqués à supporter beaucoup de choses. Donc ça, c'est plutôt mieux aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de questions Enfin, je sais pas, il me semble hein, qu'on était plus libre de choisir ce qu'on veut. Et d'ailleurs, moi, ensuite, hein, j'ai fait une filière mathématique et en parallèle de ça, j'ai fait du code, ce qui était assez nouveau à l'époque. Et en fait, dans le code à ce moment-là, il y avait pas mal de filles, bizarrement. Et c'est après que ça s'est plutôt, enfin que les filles ont petit à petit disparu de la filière pour être à, je crois, 20%, 19%, 20% aujourd'hui. Donc, je pense que c'était. Alors, les sociologues, j'ai quand même creusé un peu le sujet parce que ça m'intéressait. Les sociologues disent, hein, en tout cas, j'ai vu une ou deux analyses sociologiques qui disent que c'était moins prisé, moins élitiste hein, qu'aujourd'hui, et que donc, en fait, c'était plus ouvert aux filles. Bon, je sais pas comment interpréter ça, mais voilà. Mais on voit dans la création de l'informatique contemporaine, en fait, aux États-Unis, ce sont des femmes au début qui ont travaillé sur les ordinateurs. Et en fait, j'ai pas lu l'étude sociologique dont tu parles, mais j'ai le sentiment que c'était parce que c'était associé à la dactylographie, en fait, Ouais. et à l'usage vraiment juste de voilà d'un langage pour obtenir quelque chose, quoi. Oui, oui, c'est possible. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses autour de taper enfin, de rentrer les datas. Hein, on n'avait pas encore tous ces systèmes où on peut externaliser l'entrée des datas, etc. Et donc, je pense que ça aussi, voilà, il y avait un pont peut-être. Mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a pas. Maintenant, je suis incapable. Bon, c'est il y a assez longtemps. Je suis incapable de me souvenir combien il y avait de filles et combien il y avait de garçons dans ma classe en master. Aucune idée. Je me souviens plus. Mm, Voilà. Donc je peux même pas vérifier dans mon esprit si j'ai bon ou pas dans ma façon de voir les choses. mm. Et donc, tu as démarré ta carrière comme mathématicienne. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? C'était quoi le genre de job qu'on avait quand on avait étudié les mathématiques? Alors moi j'ai fait des mathématiques. J'ai eu trois filières, mathématiques pures, euh, qui m'a plutôt servi et qui me sert encore aujourd'hui tous les jours sur la qualité de raisonnement. Statistique et probabilité, et ça c'était la spécialité que j'ai exploitée après, et puis code. Et en fait, je suis rentrée dans un institut de sondage pour faire du code, et petit à petit, en fait, je suis devenue directrice de clientèle, à conseiller des clients, les aider à analyser leurs recherches et les aider à trouver les bonnes conclusions, etc. Donc en fait, ça a été un cheminement de la technique du code vers une analyse plus marketing, en fait. Voilà. Et parallèlement à ça, j'étais prof à Paris 5, En mathématiques toujours. en théorie des sondages. Et l'évolution entre justement la technique statistique et puis devenir responsable de clientèle, etc. Tu as été formé à ça? Ça a été un chemin qui a été défini pour toi ou ça s'est fait par opportunités successives? Ça s'est fait au fil de l'eau. En fait, je suis rentrée, j'ai fait un stage, hein, mon deuxième ou troisième stage, c'était dans une petite entreprise qui était en train de se développer. Et on était quatre quand je suis arrivée. Et quand je suis partie 4 ans plus tard, on était 25. Et donc, en fait, les deux associés m'ont entraînée avec eux. Donc, au départ, j'étais plutôt sur la technique. Et puis, petit à petit, ils ont vu que j'avais le goût d'analyser, de trouver des conclusions, de rédiger, etc. Et du coup, ils m'ont poussée dans cette direction. Et donc, voilà, ça s'est fait par évolution successive, tout simplement.
Et quand tu t'es trouvé face aux clients au début, ça te paraissait naturel ou tu avais l'impression que c'était une situation un peu inconfortable pour toi? La première fois, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'était une époque où il n'y avait pas de visio. Donc, on allait chez les clients pour présenter les résultats. Et je me souviens très bien de mon patron, Renaud, qui m'a appris plein, plein de trucs. C'était mon premier boss, hein. Et on était dans la voiture, on avait fini notre rapport et tout, imprimé. Enfin, voilà, c'était à l'ancienne, quoi. Et donc, je tenais les rapports sur mes genoux. Et on était en voiture, on n'était pas très en avance pour aller chez le client. Et il me dit, bon, Stéphanie, allez, aujourd'hui, c'est toi qui présente, hein. Donc j'ai eu quelques minutes, enfin ou voilà, ou quelques dizaines de minutes, peut-être 20 minutes pour me préparer mentalement, puis voilà, c'est parti quoi. Et en fait, c'était ma première présentation client et c'était le kiff. J'étais tellement fière, hein. Voilà. Et quand tu dis c'était le kiff, c'est-à-dire ça t'a semblé facile, naturel, et tu t'es dit, ben en fait c'est ça que je veux faire. En fait, dans toute la première partie de ma carrière, je n'étais pas stressée. J'étais sûre que je pouvais le faire. Donc je me suis même pas posé la question. Je pense que je lui ai peut-être demandé en lui disant, t'es sûre? Il m'a dit, bah oui, bien sûr, t'es prête. Terminé. Voilà. Bon, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup confiance, qui était très, très, très empathique et qui était vraiment, qui était un manager qui développait l'excellence, qui s'appuyait sur les terrains favorables pour te monter en puissance. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. J'étais sûre de moi parce qu'il était sûr de moi, en fait. Donc, c'était un cadeau magnifique. Hmm. Et tu avais déjà assisté à des présentations avant quand même, où c'était vraiment... Ouais, Ah ok. oui, 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 et puis je connaissais le client, mais on parlait au patron de la boîte, quoi. C'était une grosse boîte, et on parlait au patron de la division. Enfin, c'était des clients qui- c'est le niveau de client que j'ai encore aujourd'hui. Donc, c'était quand même un risque pour lui, mais bon, il estimait que c'était possible. Donc, Hmm. c'était chouette. Et donc après cette expérience, quelle a été ta prochaine étape de carrière? Donc, après ça, je suis rentrée sur cette spécialité chez L'Oréal. J'ai été appelée par un chasseur. Alors, c'est une histoire assez drôle. Parce que donc c'est un cabinet de recrutement qui m'appelle. J'étais prête à partir. Enfin, oui, dans ma tête, j'étais prête à partir. Il m'appelle en me disant, voilà, je vais avoir un poste dans une, enfin bon, je sais même plus comment il me présente les choses. Et puis, j'ai pas de nouvelles pendant quelques mois. Et il me rappelle quelques mois plus tard, et j'étais enceinte. Et donc, je lui dis, écoutez, là, bon, ok, super, le truc m'intéresse. Toutefois, je suis enceinte et donc ça va pas arriver. Enfin, voilà, c'est la contrainte à prendre. Il me dit, OK, pas de problème, je vous présente quand même. Je trouve que c'est intéressant que vous rencontrez ce client. Donc, je vais rencontrer le client et en fait, j'ai signé mon contrat 6 mois avant d'arriver et j'ai eu mon bébé, j'ai démissionné et je suis arrivée après mon congé de maternité. Donc, je trouve que c'était assez novateur. C'était assez génial. Donc voilà, donc en fait, je suis rentrée chez L'Oréal dans une des marques sur cette spécialité de la recherche marketing. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis ensuite, toujours mon même patron là, qui m'avait embauché pour ce job avant que j'ai mon bébé, m'a dit, écoute, si tu as envie de faire une carrière chez L'Oréal, faut que tu changes de voie. La recherche marketing, c'est canon. Je vois bien que ça te plaît, mais si tu as envie d'aller plus loin dans la boîte, il faut que tu explores d'autres choses. Il faut que tu fasses du marketing. Donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour passer au marketing. Et donc, j'ai eu un troisième bébé. Et au retour de congé de maternité, je suis devenue chef de produit. Donc là, j'ai un peu changé de niveau. J'avais plus de responsabilités avant. J'ai accepté de redescendre d'un cran pour devenir chef de produit, apprendre le métier et créer des produits. Donc là, j'ai changé complètement de métier et j'ai fait ensuite 10 ans de marketing Et comment tu as appris ce nouveau métier de chef de produit du coup? à la dure. Sur le terrain. Donc avec mes collègues, c'était une équipe où on devait être peut-être une dizaine. Donc avec mes collègues, là j'avais une chef de groupe qui était top, qui m'a énormément aidé, qui est devenue une amie, qui m'a énormément aidé, mis le pied à l'étrier sur comment faire, qu'est-ce qu'il faut fournir, enfin qu'est-ce qu'on produit. Moi avant je savais ce que je produisais des études de marché, paf, c'était clair, je savais sur quoi je devais m'engager, etc. Là tout d'un coup il fallait délivrer un produit, mais entre l'idée et le produit, il y a quand même un énorme boulot à faire.
Et donc j'ai appris sur le terrain. Et puis, j'ai eu aussi pas mal de formations sur bah, déjà par les laboratoires, parce que les produits de beauté, bah, c'est d'abord des produits de labo, de l'innovation qui sort des labos. Donc, les labos m'ont aidé, m'ont pris en main, m'ont expliqué, montré, etc. Et je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à la biologie de la peau. Ça, c'était un peu mon dada quand j'étais pendant cette période-là. Et puis j'ai appris avec les professionnels au fur et à mesure, quoi. Voilà. Donc parfois un peu à la dure, mais bon, j'y arrivais. C'est Ok, possible? ouais. Et du coup, juste là, depuis qu'on se parle, en fait, j'ai le sentiment que tes managers ont joué un rôle très important finalement dans tes choix et dans ta carrière. Et qu'est-ce que ces managers qui t'ont à chaque fois un peu poussé vers l'étape d'après avaient en commun d'après toi? Bah, je pense que ouais, c'est une super question. Je pense que tous les managers qui m'ont aidé euh, à avancer, il y a eu énormément, énormément. Tous, en fait, c'était des gens qui étaient tournés vers les forces et pas vers les faiblesses. C'est-à-dire qu'ils s'intéressaient à qu'est-ce qui est chez toi unique, enfin qui est chez moi en l'occurrence, et pour pousser cette graine-là le plus loin possible. Et mon premier patron chez L'Oréal m'avait dit, écoute, Stéphanie, tu peux toute ta vie lutter pour t'améliorer sur des points sur lesquels tu n'es pas très bonne. Tu vas devenir moyenne. Par contre, si tu t'appuies aujourd'hui sur tes forces, tu vas devenir excellente. Et c'est ça qu'on veut de toi. Voilà. Et ça, c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus en matière de développement professionnel. C'est de t'appuyer sur tes forces et de, quoi qu'il arrive. Bien sûr, il y a des trucs qu'il faut un peu gommer ou arrondir les angles, etc. Mais quand tu t'appuies vraiment sur un territoire d'excellence et un point de vue d'excellence, là, tu vas beaucoup plus loin, quoi. Et comment est-ce que ce conseil infuse ou a infusé toute ta carrière ou même ta pratique aujourd'hui? Ah ben, c'est mon obsession, moi. Aujourd'hui, dans ma pratique, je travaille principalement sur les forces. C'est mon, c'est mon objectif principal, en fait. Je travaille beaucoup sur les sujets, je trouve que c'est une source de confiance en soi énorme. Et je travaille beaucoup sur l'idée de chacun est unique. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est la personnalité des gens, c'est ce qui ressort, c'est ce qui accroche. C'est pas le truc qui est standard. Le truc qui est standard, tu peux le trouver partout. Donc, et souvent, on est bien dans son unicité, en fait. Donc, je trouve que souvent, il y a un alignement de planètes. Si ton territoire d'excellence est juste par rapport à ta personnalité et tes envies, il y a une espèce d'alignement de planètes qui se forme. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire beaucoup avec les gens que j'ai dirigés. Et ce que je fais aujourd'hui aussi avec les personnes que j'accompagne, en fait. Voilà. Donc c'est Ok. resté très fort, ouais. Et tu as dit, quand ton territoire d'excellence s'aligne avec ta personnalité, est-ce que parfois ça ne s'aligne pas justement? Bah, il y a des choses sur lesquelles tu sens que soit c'est pas mûr, hein, soit c'est pas, c'est un truc que tu aimes bien, mais que tu vas avoir du mal à porter au niveau suivant. Tu vois, par exemple, on parlait de créer des produits. Moi, j'ai fait 10 ans de marketing, j'ai fait 3 ans de création de produits. Mais après, je suis passée au marketing appliqué, donc vraiment sur du local. J'étais 1000 fois meilleure, parce que je suis une femme de business, en fait. Donc j'étais 1000 fois meilleure. Donc là, j'ai trouvé un truc c'était moins en force. Je me forçais, enfin, j'allais moins chercher de ressources. C'était plus facile pour moi. Voilà, c'est ça que j'appelle être alignée, en fait. Voilà. Et donc, après le marketing de produits, t'es passé sur un autre poste qui était, tu as dit marketing local? Oui, marketing appliqué, donc Appliqué. c'est tout sauf la création de produits. Donc tout ce qui va servir à commercialiser, à mettre en scène, à faire des succès commerciaux. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus en coordination avec une équipe commerciale, avec le terrain, avec les magasins, les clients, etc. Donc ça m'a passionnée. Et puis quand j'ai totalisé en tout 10 ans de marketing, bon bah c'est bon, j'avais fait le tour, quoi. Donc j'ai dit, les gars, je voudrais être directrice générale. Alors on m'a dit, ah, ça va peut-être pas être possible. Alors on dit, bah d'accord, ok, je vous écoute. Et la réponse a été, écoute, on t'entend, pourquoi pas, mais tu n'as jamais fait de vente, tu n'as jamais fait de commercial. Donc, il faudrait quand même que tu fasses un peu de commercial pour voir où tu mets les pieds, etc. Je dis, ok, très bien.
Donc j'ai accepté un deuxième step down, petit et très temporaire. Et pendant 9 mois, j'ai fait un espèce de stage interne comme Key Account Manager sur plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Donc pour un business, pour le business de la vente en aéroport, Travel Retail. Et j'ai fait ça pendant 9 mois. Et au bout des 9 mois, j'ai eu mon premier poste de direction générale. Voilà. Et j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de nous dire. C'est que tout à l'heure, tu as dit, moi, je suis une femme de business. Mm. Et j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Et ensuite, l'autre question à la suite de celle-là, c'est euh, comment est-ce que tu as formulé l'idée que tu voulais être directrice générale? Alors, je vais commencer par ça. On reviendra à l'autre à tout à l'heure. Euh, Comment je l'ai formulée? Bah, déjà, pour me la formuler par rapport à moi-même, d'abord, je n'osais pas me la formuler. Mais moi, j'aimais beaucoup diriger des gens. J'ai dirigé d'assez grosses équipes marketing. J'aimais bien diriger des gens, j'aimais bien coordonner le travail de plusieurs personnes, etc. Donc, j'avais envie de pousser cette dimension managériale plus loin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment, je me suis un peu réveillée en tant que fille et je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des fusées qui passaient à côté de moi, là, mais que toutes ces fusées, elles étaient plutôt des garçons et qu'ils avaient des jobs, petit pays, petite équipe, etc. Puis moi, je regardais le train passer. Donc là, à un moment, j'ai dit, là, j'ai compris. Je me suis dit, moi aussi, je veux être dans ce train-là, dans cette fusée-là. Donc c'est là où j'ai levé la main et je l'ai dit. J'ai dit, écoutez, voilà, moi, mon prochain job, c'est direction générale. Ah, gna 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 gna. Bon. Et quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe du Travel Retail, qui est une équipe très business, où il y a énormément de négociations, quel que soit le job qu'on occupe, on est beaucoup dans la négociation. J'ai d'abord eu, ils m'ont pas cru en fait. Ils m'ont reproposé un job marketing. Et j'ai dit, si vous me proposez un job marketing, je ne vais pas le prendre et je vais démissionner. Voilà. Donc je l'ai eu. Donc j'ai eu mon poste de Key Account Manager. Là, j'avoue que j'étais encore très sûre de moi, bizarrement. J'étais là, j'étais très, ouais, j'étais sûre que de toute façon c'était soit ça, soit je me barrais quoi. Il n'y avait pas de discussion en fait. Je voulais plus faire du marketing. Tu dis j'étais encore très sûre de moi, ça veut dire qu'après ça a changé ou Bah, avant, il y a eu des moments. Bah, une carrière, c'est comme ça. Hein, ouais, alors, on peut pas entendre ce que je viens de faire comme geste, mais c'est des bumpy hauts et des road. Hein, bas. c'est des hauts et des bas. Des bas, parfois, on n'a pas très envie de les voir, mais ils existent. Et on apprend beaucoup de ça, en fait. Et donc, et la confiance, elle va avec ça. La confiance, il y a des moments où on est dans la réussite, tout va bien, on a des bons feedbacks, etc. Donc ça, bah, ça permet d'avoir une confiance en soi à son top, et puis d'autres moments où c'est un peu plus difficile. Mais là, à ce moment-là, j'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais, quoi. Voilà. Et je voulais de l'argent aussi. Je voulais être payée correctement. Parce que pendant 20 ans ou 15 ans, j'ai pas négocié mon salaire. J'ai pris ce qu'on me donnait. Et là, à un moment, j'ai décidé que non, j'allais arrêter ça aussi. J'étais pleine de décisions à ce moment-là. Et qu'est-ce qui faisait que tu étais pleine de décisions à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un événement qui a déclenché le fait que tu as eu cette espèce de prise de conscience en disant il y a des gens qui avancent, moi j'ai pas l'impression d'avancer aussi vite et je vais aussi négocier mon salaire. La première chose, c'est qu'à un moment, je ne pouvais pas ne pas le voir, qu'il y avait, que les carrières masculines avançaient plus vite. Et le deuxième truc, c'est que je me suis rendu compte en discutant que en fait, mon salaire n'était pas si dingue que ça. Donc là, quand j'ai commencé à soulever le problème, tout le monde était très surpris parce que j'avais jamais fait. Et puis c'était une époque aussi où on parlait moins d'argent et où les filles, on n'attendait pas du tout des femmes qu'elles négocient leur salaire. Et en fait, bah, j'ai décidé de commencer à m'en occuper. Voilà. C'est par comparaison en fait. Mm. Mais j'étais dans un environnement favorable enfin favorable, euh, qui était OK pour progresser là-dessus et qui était OK pour écouter. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de me virer parce que j'avais demandé une augmentation de salaire, quoi. Au contraire, ça a été perçu comme plutôt ah ça y est, elle se réveille la cocotte. Voilà. Donc c'était plutôt bienveillant en fait. Et d'ailleurs, bon, cette entreprise est une entreprise, moi je suis restée 25 ans chez L'Oréal, c'est une entreprise qui est en tête aujourd'hui de l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. C'est pas pour rien, c'est 25 ans de boulot, 30 ans de boulot. Donc tout n'était pas rose, mais il y avait une conscience qu'il fallait s'améliorer et avancer là-dedans. Ok. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais, que toi, tu étais une femme de business, Oui.
Moi, j'aime bien la bataille, gagner des parts de marché. Je trouve ça chouette. Je trouve ça, c'est que c'est comme les maths, c'est un jeu, quoi. C'est est-ce que mon produit est mieux placé dans le magasin? Est-ce que on m'a acheté assez de produits et que je suis pas en rupture? C'est assez technique en fait. C'est assez proche des maths, hein. C'est est-ce que la bonne case est au bon endroit? Voilà. Donc je trouve que quand on le il y a beaucoup de choses qui sont assez factuelles en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont affectives. Ça, c'est moins mon domaine d'excellence. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont factuelles. Et je trouve que quand on arrive à un rendez-vous commercial et qu'on est en train d'expliquer à son client que si on fait telle, telle et telle action, lui ou elle va s'en sortir avec X% mieux sur son business, bon, bah, on commence à être écouté. Donc, je trouve que ça c'est des choses intéressantes. Ça m'intéressait bien. Ok. Et à quel moment, parce que on a déjà discuté de ça, tu es parti vivre au Japon à un moment, à Ouais. quel moment ça s'est fait? Et justement, l'expatriation, est-ce que c'était un plan de carrière ou c'était aussi une opportunité qui se présentait? Alors, j'ai jamais eu de plan de carrière. Euh, j'ai appris à saisir les opportunités. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai appris aussi à lever la main petit à petit, hein. D'abord, j'ai su prendre les opportunités avec les risques qui allaient avec. Et ensuite, hein, j'ai appris à lever la main et à dire ce que je voulais et à tester aussi. Et à mettre aussi hein, en face. C'est-à-dire que si tu demandes un gros changement, ça veut dire qu'en face, tu es capable aussi de t'adapter, de te former, de t'investir. Voilà, donc il y a des contreparties. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris. Et j'ai oublié ta question du coup. Pardon. C'était l'expatriation, est-ce que c'était un Ah oui, plan que tu avais ou ça c'est venu dans le flot? non, en fait, il y a eu un accident. J'ai super bien réussi quand j'étais au travel retail. Euh, j'ai eu de très bons résultats et j'ai pas eu le job du dessus. Et ça m'a super énervée. J'étais la mieux placée. On était une douzaine en lice potentielle. On était deux au final et c'est pas moi qui l'ai eu. Et ça m'a super énervée. Donc j'en ai déduit deux choses. La première, c'est que j'ai fait le post-mortem, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai très bien compris pourquoi. Et la deuxième, c'est que je me suis dit, bon, bah, donc faut trouver autre chose. Et là, à ce moment-là, j'étais assez passionnée par l'Asie, par la littérature, par la lecture. J'étais allée en Asie assez tôt. J'avais fait mon premier voyage au Japon quand j'étais chef de produit ou chef de groupe. Donc en fait, voilà, j'avais déjà fait le travail. Enfin, en tout cas, j'avais ressenti le choc de ce que c'est de se retrouver dans ces grandes populations très différentes, on comprend rien, etc. Donc voilà, je m'étais beaucoup acculturée sur l'Asie et à un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai pas eu le job que je voulais. Dans ces cas-là, il faut que je m'en aille à l'intérieur de l'entreprise. Bon, c'est aussi la magnifique opportunité de travailler dans des groupes qui sont très grands, hein, c'est qu'on a des possibilités multiples. Et donc, je suis allée voir le patron de l'Asie et je lui ai dit, écoute, voilà, ça fait 20 ans, 10 ans qu'on n'a pas travaillé ensemble ou 15 ans qu'on n'a pas travaillé ensemble, mais moi, j'aimerais vraiment rejoindre ton équipe. Je voudrais vraiment, je suis super intéressée, etc. J'ai rencontré des gens et puis j'ai eu un très gros job. J'ai eu la direction générale de la zone Asie pour trois marques de luxe de ce groupe. Et donc, pendant 4 ans, j'ai été basée à Paris, mais j'ai beaucoup voyagé en Asie. Et donc, j'étais un peu basée dans l'avion quand même. Et puis, autre temps, autre mœurs, hein, puisque on était moins conscient aussi hein, de l'impact carbone, on n'avait pas les équipements audiovisuels qu'on a aujourd'hui pour faire des réunions à distance, etc. Et donc au bout de 4 ans, j'étais prête à partir m'installer en Asie. On me l'avait déjà proposé, mais j'avais refusé à cause de mes enfants et de ma famille. Et donc là, j'étais prête à partir. Donc je suis allée voir mon boss un soir, un après-midi, discuter avec lui. Et je lui ai dit, écoute, voilà, ça y est, j'ai réfléchi, je suis prête à partir en Asie m'installer. Et il m'a dit, écoute, tu veux quoi? Donc, tu veux un petit pays avec beaucoup de marques ou un grand pays avec une seule marque? Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, je voudrais soit Chine, soit Japon, avec une préférence pour la Chine. Je te fais un résumé de l'entretien, mais l'entretien a duré 1 heure et demie, hein, mais en 1 heure et demie, ça s'est passé à peu près comme ça. Et il m'a dit, écoute, ok, ça sera pas la Chine parce que j'ai pas de job et c'est vraiment trop complexe. Et aujourd'hui, on préfère faire monter en puissance des personnalités chinoises parce que c'est vraiment leur savoir-faire et les accompagner. Par contre,
il y a une opportunité sur le Japon, mais il faut que tu te décides super vite parce qu'on est en train de signer avec quelqu'un de l'extérieur. Donc j'ai eu 12 heures pour me décider. Donc je suis rentrée chez moi le soir, j'ai parlé à mes enfants, j'étais divorcée, j'ai appelé mon ex-mari pour lui dire, écoute, voilà ce qu'on me propose. J'ai très envie de le prendre. J'ai envie de proposer aux filles, à celles qui veulent, dans nos enfants en commun, de venir avec moi. Mais est-ce que tu es OK avec ça? En tout cas, moi, je vais partir. Et donc, je suis partie avec ma dernière fille qui avait 15 ans. Voilà. Donc, Et les c'était une- deux aînés sont restés avec leur père, du coup. Et les deux aînées étaient déjà à l'université et elles sont restées, elles étaient toutes les deux indépendantes. Enfin, il y en avait une qui était indépendante, qui habitait déjà de son côté. L'autre, on lui a trouvé un appart. Et puis moi, je suis partie avec la dernière. Voilà. Et t'es resté combien de temps au Japon, du Quatre coup? ans. On a passé 4 ans. Elle a passé son bac là-bas. Et donc, moi, j'ai passé, ouais, 4 ans dans une équipe très japonaise. Voilà. C'était une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi en tant que personne et toi en tant que manager? Sur moi, en tant que personne, j'ai appris. Ça m'a beaucoup donné beaucoup d'ouverture. J'ai appris à faire confiance beaucoup plus aux autres et à donner, à ne pas juger. Enfin, moins juger en tout cas. Parce que quand on est en expatriation, on rencontre des gens, ils sont comme ils sont. Et en fait, c'est bien de les accepter comme ils sont. Et c'est comme ça qu'on découvre des trésors. On a entre guillemets moins de choix et en particulier là c'était en 2000, je suis partie en 2010 2011. C'était le moment où toute la communauté internationale est partie du Japon à cause de la catastrophe du tremblement de terre, du tsunami et de la catastrophe nucléaire. Et donc en fait on était assez peu nombreux. Et donc, c'était quand tu rencontres des gens, il faut en faire des amis, quoi. Ou en tout cas des proches, ou en tout cas se donner les moyens de découvrir. Donc ça, c'était génial. Donc ça m'a beaucoup appris sur moi et je me suis fait des amis très solides d'un côté. Et puis j'ai appris aussi qu'est-ce que c'est d'être loin de sa famille et de ses repères. Donc à peu près après 6 mois au Japon, je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'acclimater et je me suis dit, bon, bah en fait, quand tu prends l'avion de Paris à Tokyo, c'est que tu rentres à la maison, quoi. Et ça a complètement changé ma vision du monde. Et Tokyo est devenu ma maison, ma ville, pendant 4 ans. Et puis, point de vue pro, j'ai appris énormément. Euh, Souvent, je raconte que au début, c'était génial. Les Japonais, mon équipe, ils étaient formidables, très sympas. Je les connaissais avant. Très, très sympa, hyper souriant. Ils m'appelaient Stéphanie-san, qui est la façon de s'adresser aux autres, hein, en rajoutant san à la fin. Et donc, il m'appelait Stéphanie-san et il me faisait toujours des grands sourires en me disant, ah oui, 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 super Stéphanie-san, très bonne idée Stéphanie-san, c'est génial Stéphanie-san. Donc, tout le monde était hyper souriant. Donc, moi, j'avais l'impression que tout allait bien, quoi. C'était génial. Et puis, en fait, il se passait rien du tout. Je trouvais que les idées étaient géniales, mais ils faisaient pas du tout, ils mettaient pas en œuvre. Donc, en fait, 3 mois après, je me suis rendu compte qu'il se passait rien. Et donc, là, il a fallu que je change de point de vue et de façon d'être, hein. Donc, j'ai pris ma boîte à outils managériale, je l'ai jetée à la poubelle et j'ai tout recommencé. Voilà, donc j'ai reconstruit comment on écoute, comment on dirige les gens, comment on comprend les mécanismes, comment on fait confiance au process, surtout un process qui vous échappe. En plus, moi, je parlais pas japonais. Donc, comment on va chercher de l'info et comment on demande de l'aide. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez. J'aime bien réussir par moi-même. Mais là, j'ai appris à demander de l'aide de mon équipe, demander de l'aide, me faire des alliés japonais, ce qui n'était pas évident, pour essayer de comprendre de l'intérieur leur point de vue, me faire des alliés dans la communauté, des autres dirigeants pour avoir aussi leur point de vue. Voilà, donc j'ai changé pas mal de choses dans ma façon de travailler, ouais. Voilà. Et quand tu dis que tu as jeté ta boîte à outils managériale, euh, qu'est-ce qu'il y avait de si différent entre les deux façons de manager, du coup? Mais je pense que j'étais encore à une étape de ma vie. En fait, le job que j'avais auparavant était un job d'influence.
Être patron d'une grosse zone comme ça, c'est énormément d'équipes, hein. Il y avait 14 pays. J'avais trois marques, donc ça faisait 3 fois 14 équipes à gérer. Donc c'est pas du tout, c'est de l'influence. C'est faire avancer les gens dans la même direction, les convaincre, etc. Donc ça, c'est un truc que je sais bien faire. J'avais un peu perdu la main sur l'exécution. Et exécuter au Japon, c'est totalement différent d'exécuter en Europe. C'est vraiment, mais totalement différent. Donc, en fait, ben, d'abord, il fallait apprendre à comment ça se passe, apprendre leur process, et ensuite, moi, m'adapter à ce process. Donc, devenir un peu japonaise dans ma façon de penser. Voilà. Tout en étant un peu coincée entre l'Europe, enfin le siège qui va à une vitesse de dingue, et le Japon qui est sur un rythme totalement différent. Hein, en France, hein, si je caricature, on se dit on va aller là et on démarre avant même d'avoir commencé à finaliser l'endroit où on a envie d'aller. Hein, on avance en marchant et on affine en marchant. Au Japon, on commence par poser toutes les briques et par étudier le chemin. Et une fois qu'on a étudié le chemin, on peaufine le chemin et quand le chemin est prêt, on appuie sur le bouton et là, pouf, c'est comme un jeu de domino, tout s'aligne. Mais du coup, le temps de préparation est très long et ça, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas en fait. Voilà. Et qui a beaucoup d'incidence. Et l'autre truc qui est très drôle, qui m'a été incroyablement utile depuis, c'est ce qu'on appelle le nemawashi. C'est la façon de conduire les réunions, enfin pas de conduire les réunions, mais de préparer les réunions et de mener son équipe, c'est peut-être quelque chose que tu connais. Le nemawashi, c'est une technique de jardinage. Ça permet, enfin de botanique, ça permet de transplanter des arbres. Les Japonais ont un talent incroyable de transporter des arbres, pas des arbustes, des arbres. Et en fait, ils circonscrivent une énorme motte de terre autour de l'arbre, l'entourent de tissu, et quand là, et le tourne un peu comme ça petit à petit, et quand la motte et la racine sont bien, et les racines sont bien ensemble et forment un tout, ils transportent tout en même temps. Et donc, ça veut dire nemawashi. Et en fait, le nemawashi, c'est préparer une réunion, c'est-à-dire que tu vas aller voir, tu as ton idée, tu sais ce que tu as envie d'obtenir, tu vas aller voir chacun des intervenants et des décideurs, un par un. Tu vas lui exposer, écouter ce qu'il a à dire, semer des graines, laisser le truc infuser, lui suggérer ou lui demander avec qui il va en parler ou comment il pourrait faire, etc., etc. Donc tu fais ça avec chacun des décideurs et voilà, et tu prends soin de ce processus et le jour où tu arrives en réunion, tu es prêt à appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que la décision est déjà prise. On ne prend pas de décision au Japon en réunion, alors qu'en France, on est là à se dire, alors, gna 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 gna, on va faire ci, on va faire ça, pof, pof, pof. Ah bah oui, on décide, pof. Là, on ne décide rien en réunion qui n'a pas été déjà décidé avant. Donc voilà, donc j'ai appris des trucs comme ça qui sont très utiles en fait. Que tu utilises encore aujourd'hui, du coup. Ouais. Mm. Il y a plein de trucs que j'utilise aujourd'hui. Et après le Japon, euh, le retour en France, il se fait pourquoi et comment? Alors, le retour en France, il se fait parce que c'est temps de rentrer. C'est la fin de mon contrat. Les contrats d'expatriation, ça a une fin. Et que donc il est temps de rentrer. Donc là, je rentre avec plusieurs hypothèses. D'abord, j'avais quand même envie de rentrer en Europe pour des raisons plus personnelles, parce que j'avais envie de reconstruire ma vie. J'étais célibataire à l'époque, divorcée, et j'avais envie de reconstruire ma vie. Et c'était pas si simple en expatriation dans un pays d'Asie. En tout cas, j'ai pas trouvé la solution. Donc ça, c'était une motivation personnelle. Et puis j'avais envie aussi de changer. Après 25 ans, on commençait à se dire que peut-être ce serait bien d'envisager une autre voie pour moi en dehors du groupe. Et donc voilà, donc moi j'avais aussi envie de changer. Donc ça je dirais que voilà, c'était un moment de changement, de beaucoup de changements en même temps. Voilà. Et ça s'est fait dans des bonnes conditions. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un peu de temps devant moi et d'avoir un petit peu de temps pour me retourner et changer de métier en fait. Et qu'est-ce que tu as choisi comme métier? Et j'ai choisi j'avais déjà anticipé un peu, j'ai choisi de me former au coaching et de devenir coach. Et c'était un choix
comment dire, peut-être un peu hâtif, je dirais. Je me suis pas donné plusieurs options. C'est marrant, on a échangé sur l'idée des options. J'ai réalisé 2, 3 ans plus tard que j'aurais pu faire plein d'autres trucs, mais j'étais déjà embarquée. Voilà, bon, j'avais créé l'entreprise, etc. Donc j'étais partie. Mais c'est un choix qui s'est imposé à moi parce que ça faisait très très longtemps que je faisais du mentorat. J'avais commencé à me former au coaching avant de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et donc en fait, j'avais envie d'explorer cette voie. Donc j'ai continué à me former pendant 2 ans. Et puis en parallèle, j'ai commencé à accompagner des gens, etc. Et c'est ce qui m'a amené à créer mon entreprise. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Mais quelles auraient été les autres options? Tu y repenses des fois ou Ouais. Bah, il y a un projet que j'ai toujours un peu, enfin, qui est un projet sans être un projet. J'aurais pu créer une boîte de cosmétiques. J'aurais été très forte, je pense, parce que voilà, j'ai un savoir-faire quand même assez important. Euh, j'aurais pu, euh, j'aurais pu créer. J'ai eu une envie après, quelques années après, de créer des spas ou voilà, d'une chaîne de spa ou un truc comme ça. Donc j'aurais très bien pu faire d'autres choses. Mais bon, c'est pas venu à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais que 2 options. J'avais une option qui était retrouver le même job dans une autre boîte et devenir coach. Voilà. Et quand tu es devenu coach, du coup, tu as créé une entreprise derrière, parce que beaucoup de coachs restent seuls finalement, font du coaching en tant qu'indépendant, mais toi, tu as quasiment immédiatement créé une entreprise. Moi, j'ai commencé par créer la boîte. Alors, j'ai eu d'abord mon premier client. En fait, dans l'ordre des choses, j'ai commencé à me former. Je me suis formée aux États-Unis euh, dans une école en Californie. Et puis, j'ai fait un master de psychologie des organisations à l'INSEAD aussi. Donc, j'ai fait je dirais, 2 gros piliers pour ma nouvelle pratique. Et puis après ça, quand on est coach, on se forme à plein de trucs tout le temps. On est un peu obsessionnel de la formation. Et j'ai créé la boîte en fait quelques mois après avoir eu mon premier client, qui était une entreprise. C'était pas un client particulier, c'était une entreprise. C'était 2 associés qui voulaient que je les aide à travailler ensemble. Et donc j'ai créé l'entreprise. Je me suis jamais posé la question d'être freelance. J'ai tout de suite voulu directement travailler pour des clients institutionnels. Et puis j'ai commencé, les 3 premières années, j'ai fait quelques missions en sous-traitance pour d'autres cabinets, mais ça me plaisait pas tellement en fait. J'avais envie de faire mes propres choix. Donc tout de suite, j'avais créé la boîte. Pendant 4 ans, je suis restée toute seule. Et c'est au moment de la pandémie que j'ai changé vraiment et que j'ai quand même commencé à faire grossir la boîte et à faire travailler d'autres coachs et d'autres formateurs. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, la boîte que tu as créée, justement, avec qui vous travaillez? Alors aujourd'hui, en fait, The Inspiration Lab, c'est une entreprise qui propose de l'accompagnement aux grandes entreprises sur des sujets de leadership, diversité et inclusion. Et on travaille beaucoup sur les sujets d'égalité homme-femme, un peu sur l'inclusion des seniors, même si c'est mon dada et mon obsession personnelle aujourd'hui. Voilà, donc en fait, et nos clients, ce sont des boîtes du CAC 40, du SBF 120 à peu près, hein, globalement. Donc on intervient, je dirais, à 80, 80, 90%, on intervient pour des clients institutionnels. Et puis, donc sur des sujets coaching de dirigeants, coaching exécutif, coaching d'équipe, et puis sur du conseil et de la formation sur l'égalité homme-femme, les stéréotypes, mais toujours auprès des cadres. Voilà. Et vous faites des audits aussi de la situation diversité et inclusion? C'est pas notre spécialité. Moi, ma spécialité, c'est plutôt la recherche quali. Alors, je suis très forte en chiffres parce que c'est un peu mon dada, mais je trouve hyper intéressant d'analyser les chiffres des clients et souvent, je vois des choses qu'ils n'ont pas forcément vues. Et par contre, on est très, très bon en interview. On a fait des très grosses recherches auprès de, par exemple, des femmes ingénieures dans plusieurs groupes pour comprendre
pourquoi leur job, enfin pourquoi elles n'arrivent pas à se développer dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, etc. Pourquoi les femmes à haut potentiel s'en vont après 10 ans parce qu'elles en ont marre, pourquoi elles en ont marre, etc. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, toute la dimension, je dirais la dimension recherche quanti-quali, mais plutôt qualitative, hein. Ça, c'est une vraie spécialité du cabinet. Et puis après ça, on travaille avec les comités de direction, les équipes RH. On les fait travailler pour trouver leurs propres ressources. Voilà. Évidemment, on amène plein de trucs, hein, parce que bon, ça fait 5-6 ans qu'on fait ça, donc on a pas mal d'expérience et de data et de bonnes pratiques, mais on les fait travailler sur qu'est-ce qui est bon pour eux, en fait. Voilà. Toujours avec une Et approche coach. ouais, vous êtes combien maintenant dans l'équipe? On est 3 et on fait travailler un écosystème d'une dizaine de personnes, coach et formateurs. Voilà. Dans plein de langues. On travaille en 8 langues. Ah ouais. Ouais. Pas en néerlandais. Le monde du travail néerlandais est, bon, comme tous les mondes du travail, je pense, a ses spécificités aussi. Mm. Clairement pas la même chose que ce que tu décrivais pour le Japon, en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas mal de collègues. À l'INSEAD, il y a pas mal de gens qui viennent de Hollande, hein, des Pays-Bas. Et donc, j'ai pas mal de collègues qui sont. Donc, je connais un peu leur façon de fonctionner, oui. Ouais, assez différent de ce que tu as décrit. Ouais. Et du coup, je voulais te demander, tu as décrit au tout début de notre entretien que tu avais eu une éducation non genrée, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et est-ce que tu penses qu'au-delà de ton choix d'études, cette éducation a joué dans la façon dont s'est déroulée ta carrière? Euh, je pense que ça m'a donné une forme de naïveté pour mener ma carrière de femme. C'est-à-dire que pour moi, c'était tellement évident que quand on est un homme ou une femme sur le même job, on est payé la même chose. J'avais même pas imaginé qu'il pourrait y avoir de la différence. Moi, je suis d'une génération où il y avait des grosses différences. Mais c'était des différences, c'était pas des différences de 3%. C'était des différences de 20%, 30%. Donc c'est énorme. Donc, et ça, je suis tombée des nues. De la même façon, quand un jour un manager m'a dit, écoute, ton mari est super bien payé, donc tu as fait une super année, mais on va pas t'augmenter cette année. Oh, mais je suis tombée des nues. J'ai même pas répondu. Moi qui suis un peu une grande gueule, j'ai même pas répondu. Donc c'est vrai que ça m'a donné une forme de naïveté. Donc du coup, je me suis pas assez occupée. Ceci étant, ça m'a donné aussi la force de penser que je pouvais tout faire en fait. Il y avait pas de tabou quoi. Aucun tabou. Donc ça, c'était, je pense, une force. Voilà. Donc on fait avec l'éducation qu'on a. Et après ça, moi, je pense qu'à titre personnel, ça m'a donné aussi, si, enfin, je dirais, mon éducation plus mon expérience professionnelle m'a donné un focus énorme dans l'éducation de mes enfants. Moi, j'ai 3 filles. Et donc, en fait, moi, mon objectif, quand je les ai éduquées, c'est que elles soient indépendantes, qu'elles puissent dire ce qu'elles veulent, faire ce qu'elles veulent, et qu'elles puissent exister, quel que soit leur style de vie, leur façon de vivre, mariées, pas mariées, enfants, pas enfants, peu importe, mais qu'elles soient libres. Voilà. Et qu'elles soient libres financièrement. Voilà. Donc, ça, c'était pour moi un truc essentiel. Voilà. Comment, à part l'aspect financier qui est évidemment fondamental, mais comment tu définirais la liberté justement pour une femme aujourd'hui? Oula, ça, c'est une grosse question. Ben, c'est de se dire que tout est possible. Tout est possible. Si tu as envie de partir en expatriation, c'est possible. Si tu as envie de travailler à distance, c'est possible. Si tu as envie de faire ta carrière, même si tu as des enfants, c'est possible. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce sujet-là est un sujet difficile pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, plus dur qu'à mon époque, puisqu'à mon époque, on était moins jugés, en fait. Personne, enfin, je l'ai entendu, ouais, tu t'occupes pas assez de tes enfants, blablabla, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus difficile pour les jeunes femmes d'aujourd'hui on les juge beaucoup. Donc, oui, l'idée de la liberté, c'est de se dire, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, et de pas être obligé de demander. Moi, je dis toujours, moi, j'aime bien consulter les gens, mais c'est moi qui prends mes propres décisions. Donc, c'est prendre ces décisions, en fait. Voilà. Ok. Mais sans injonction. Mm. Et tu l'as dit au début, aujourd'hui tu as 62 ans et
active. J'allais dire hyperactive, mais du coup, hyperactive, ça a tellement une autre connotation que je vais laisser ça de côté. Donc, tu es toujours très active et comme c'est un sujet que tu abordes souvent sur les réseaux, tu dis souvent qu'il y a des gens qui te disent que tu pourrais prendre ta retraite ou est-ce que tu penses déjà à ce que tu vas faire dans ta retraite, etc. et que c'est un truc qui rentre pas dans ton logiciel actuel. Et du coup, comment tu vois les années à venir pour toi? Bah, moi, j'ai choisi un métier. Alors, je l'ai choisi ou pas choisi, je sais pas, parce que c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais j'ai un métier que je peux faire très longtemps, en fait. Donc ça, c'est déjà une étape intéressante, c'est que finalement, dans ma palette d'activités, peut-être que l'entreprise va vivre de sa vie de son côté, mais en tout cas, moi, je peux rester coach, je peux continuer à coacher, je peux continuer à produire du contenu, je peux faire plein de trucs. Donc ça, c'est ma liberté aussi dans les années qui viennent. Et puis ma transition, enfin les années qui, enfin de toute façon moi j'ai encore longtemps à travailler, hein, je suis pas encore à la retraite, enfin je veux dire même j'ai pas l'âge encore de la retraite. Et ensuite bah, je pense que chacun peut faire ce qu'il a envie de faire, mais moi j'ai envie de continuer à avoir une activité intellectuelle, c'est important pour moi, ça me plaît, ça m'intéresse. Et là, ce matin, j'étais chez ma superviseure, parce qu'en tant que coach, on a un superviseur. Et ma superviseure, c'est une femme qui doit avoir, je ne sais pas quel âge elle a exactement, je pense qu'elle a plus de 70 ans. Et elle continue à travailler sur ce qui lui plaît. Voilà, avec les clients qui lui plaisent, sur les sujets qui lui plaisent. Mais ça fait partie de son activité intellectuelle et je trouve ça assez inspirant. Mais moi, ça m'inspire. Mais ma meilleure amie, par exemple, elle a arrêté de travailler plus tôt. Elle s'est organisée pour pouvoir s'arrêter de travailler plus tôt parce qu'elle avait plus envie de travailler. Bon, voilà, chacun, c'est ça aussi la liberté. Mm. Et du coup, on arrive à la fin de cet entretien et je vais te poser la question que je pose aussi à tous mes invités et que je te laisse interpréter vraiment comme tu l'entends. Et si c'était à refaire? Et si c'était à refaire, c'est une très intéressante question. Je pense que si c'était à refaire, il y a beaucoup de choses que je ferais de façon identique, mais peut-être avec un peu plus de conscience, en analysant un peu plus les options possibles. Je pense que ce que m'a apporté le coaching, c'est vraiment cette idée d'ouvrir les options, de se dire qu'est-ce que je peux faire, enfin, quel est le champ des possibles. Je trouve que quand je regarde en arrière ma carrière, mon champ des possibles, il a été plutôt saisir les opportunités que de me donner, me créer des possibilités. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je me formerai tout de suite à la prise de parole en public. J'ai fait ça à 60 ans. Et en fait, ça m'a ouvert un champ énorme de possibilités et je regrette. J'ai fait énormément de prises de parole en public dans ma vie professionnelle et au prix de stress énorme, alors que ça s'apprend. Donc ça, c'est une chose que je ferai dès le début. Et la troisième chose que je ferai dès le début, c'est l'anglais. Je parlais anglais, mais pas très bien. Et j'ai commencé à vraiment pratiquer l'anglais au quotidien après 15 ans de carrière. Et tout de suite, je me mettrai dans une position de parler le mieux possible, le plus tôt possible. Parce que je trouve que c'est une ouverture enfin, c'est une liberté incroyable. On peut travailler n'importe où. On trouve toujours des gens qui parlent. Enfin, on peut se comprendre. Et professionnellement, je trouve que ça ouvre aussi des champs nouveaux. Donc voilà, donc ça, c'est ce que je changerais. Sinon, qu'est-ce que je ne changerais pas? Ben, le reste, je ne changerais pas, en fait. Je suis contente, moi. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Voilà. Peut-être que je serais. Il y a un autre truc, hein, c'est assez intime. Il y a un autre truc que je changerais peut-être, c'est que euh, je pense qu'à partir d'un certain niveau dans sa carrière, il faut être vraiment encore plus libre. Libre de dire ce qu'on veut, libre de dire les choses comme on les pense. Et je pense qu'à certains moments, j'ai pas assez travaillé ma confiance. Et donc, je pense que ça m'aurait beaucoup servi. Quand je suis rentrée du Japon, je pense que j'aurais peut-être pu mieux négocier ce moment-là si j'étais plus sûre de moi
plus droit dans mes baskets, quoi, plus solide sur mes fondations. Donc la confiance en soi aujourd'hui, c'est un truc c'est le moteur. C'est ce que c'est ce que j'essaye de développer au max aussi chez les gens qui m'entourent. Voilà. Et qu'est-ce qui faisait que tu te sentais pas si confiante en toi au retour du Japon? Bah, je pense que l'idée de se dire au bout d'un grand nombre d'années de collaboration, on va pas continuer ensemble. En particulier hein, pour les personnes qui font des carrières dans des très gros groupes, en fait, au début de ta carrière, on est très, on- il faut être promu, il faut avancer, il faut monter, 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 monter. Il y a un moment où c'est un peu plus compliqué de monter, et donc ça veut dire que c'est soit des sacrifices, soit c'est aussi savoir faire des pas de côté. Mais en tout cas là, il faut être vraiment très solide. Et être capable de tenir tête aussi. On se retrouve dans des environnements professionnels qui sont peut-être un peu plus durs, hein. En tout cas où les gens sont plus solides. Donc faut avoir la même solidité, quoi. Faut pouvoir discuter d'égal à égal. Je pense qu'à un moment, j'étais pas tout à fait égal à égal. Et j'aurais pu le faire. Voilà. Et du coup, ça veut dire que tu aurais mieux négocié ton départ ou que tu aurais trouvé un autre poste dans l'entreprise? Non, que j'aurais soit pu trouver un autre poste dans l'entreprise, soit peut-être plus exceller plus au Japon, soit mieux négocier dans une autre boîte. Voilà, ça aurait pu être une voie possible. Je pense que, en fait, ce que j'ai appris, parce que j'ai une carrière ascendante assez rapide, en fait, à partir de 35 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que plus on met de la complexité, plus on peut gérer de complexité. En fait, on progresse avec le job. Donc, quand nos managers nous nomment hein, sur des nouveaux jobs, ben, on acquiert, on n'est pas au niveau au début, mais c'est normal, on acquiert, on grandit avec les positions. Et donc, il faut prendre soin de ça, en fait. Et à un moment, il y a un bouquin célèbre de, comment il s'appelle, Marshall Goldsmith, qui est un coach américain, un des top 50 mondiaux des coachs américains et qui dit ce qui t'a amené ici ne va pas t'amener là. Bon, bah, il y a un moment où tu es un peu au bout de tes ressources pour arriver voilà, t'arrives un peu à un plafond de verre. Et là, c'est pas un plafond de verre de genre, hein. C'est vraiment que en termes de capacité, il faut remettre un truc. Il faut remettre du fuel pour passer à l'étape supérieure. Et ça, en fait, je l'ai pas fait quand j'étais en poste, je l'ai fait après. Quand j'ai fait ce master à l'INSEAD, ça m'a vraiment donné cette capacité à aller un cran plus loin. Voilà. Hmm. Donc c'est une question de prise de conscience et de stratégie, je pense, de développement. Je trouve que probablement ce que j'ai pas suffisamment fait ou ce que j'aurais pu faire différemment pour répondre à ta question, c'est me demander plus souvent est-ce que de quoi j'ai besoin moi pour me développer. J'ai été super accompagnée. J'ai eu des coachs extraordinaires. J'ai été très accompagnée sur le plan de la formation. Mais là encore, c'était saisir les opportunités qui m'étaient proposées. Mais ce qui m'a vraiment fait cranter, c'est quand j'ai décidé moi-même, et ça c'était au Japon, de prendre un coach. C'est moi qui ai décidé et c'est moi qui ai investi. Ça, c'était la première très grosse décision qui était qui a vraiment beaucoup d'impact. Et ensuite, de faire des études de très haut niveau, exigeantes, c'était un deuxième palier, en fait. J'aurais pu le faire un peu plus tôt. Moi, je suis tout à fait de la graine de MBA, par exemple. J'aurais pu faire ça 10 ans avant, et je pense que ça m'aurait donné un uplift. Mais c'est sans regret. Il y a juste une dernière chose sur laquelle je voulais revenir parce que je voulais en parler et finalement on s'est passé à travers. C'est, tu as dit, je me serais formée à la prise de parole en public plus tôt. Donc je pense que tu faisais référence au TED Talk que tu as fait à Blois il y a à peu près 2 ans. Et c'est pas tant l'exercice du TED Talk en tant que tel, même si c'est souvent considéré comme un milestone en fait d'avoir réussi, enfin d'avoir fait un TED Talk, etc. Mais c'est plutôt le sujet que tu avais décidé de traiter lors de ce TED Talk. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, le sujet, c'est exister pleinement jusqu'à 100 ans. Donc, c'est un sujet autour de la longévité. Euh,
En fait, le sujet a évolué. La préparation TEDx Blois, c'est un gros TEDx, hein. Et donc, il y a une préparation d'à peu près 9 mois. Et en fait, entre le premier jet et le discours final, ma pensée a évolué. Et donc, en fait, j'étais partie de la seniorité au travail et j'ai abouti à la seniorité en général et donc à la longévité. Euh, En fait, le constat de base, il est simple. Je n'avais pas envie d'avoir 60 ans. Et en fait, quand j'ai eu 60 ans, je me suis rendu compte que, parce que je voyais ça un peu comme, il me reste 5 ans, en fait. Donc j'avais cette espèce de frontière de 65. Alors c'est peut-être 64, c'est peut-être 66, mais peu importe. Mais cette espèce de frontière, là, qui était une espèce de couperet, qui, pouf, après tu t'arrêtes. Et en fait, plus j'ai travaillé, lu, rencontré des gens, discuté, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une frontière qu'on se met, c'est n'importe quoi. C'est un truc irréel qui n'existe pas, c'est immatériel. Euh, et donc, euh, et donc, je me suis rendu compte que finalement, à 60 ans, j'avais pas 5 ans devant moi, mais j'avais 40 ans devant moi. Donc, qu'est-ce que j'allais faire de ces 40 ans? Donc, tout d'un coup, le PhD que j'ai pas fait à 58, tout d'un coup, je l'ai pas fait, mais pour une raison, j'avais très envie de le faire. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, à quoi ça va te servir, ma cocotte, d'avoir un PhD à 61 ou 62? Parce que de toute façon, tu vas t'arrêter de travailler. Mais c'était complètement débile, mais je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Donc ça, donc voilà. Donc c'est ça mon sujet le sujet que j'ai voulu évoquer, c'est d'expliquer que bien sûr, on n'est pas égaux devant notre ADN, on n'est pas égaux devant notre histoire de vie. On peut s'arrêter à tout moment. Je veux dire tous, moi y compris, hein, même si je clame haut et fort que j'ai envie de vivre jusqu'à 100 ans. On est voilà, tout peut s'arrêter demain, cet après-midi, etc. Mais en tout cas, se donner les moyens de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire de ces 40 ans? Comment je vais les utiliser pour moi, pour les autres, pour mes proches, pour plus, etc. Ça donne un souffle de liberté. Voilà. Et du coup, ce PhD, tu vas le faire ou pas? Non, C'était j'ai sur pris une autre quoi? option. J'ai pris une autre option et j'ai décidé que ma carrière suivante, hein, enfin, ou mon projet suivant, mon side project additionnel, là, ça va être d'écrire un bouquin. Voilà. Donc j'en ai déjà écrit deux, mais là, je vais passer à un truc plus perso, je pense. Ok. Voilà. Et le PhD que tu voulais faire, il était sur quoi? Bah, j'avais pas de sujet particulier. C'était plus, ça aurait été sur le sujet de la psychologie, psychanalyse appliquée au business, mais je l'ai pas travaillé en fait le sujet. Ok. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Stéphanie. J'ai appris plein de choses sur toi, donc je suis très contente. Et merci du coup pour cet entretien. Écoute, merci à toi. J'avoue que je me suis retenue parce que j'avais envie plein de fois de te renvoyer tes questions parce que j'ai autant de curiosité vis-à-vis de toi. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer et merci. Il y a des questions qui m'ont fait vraiment réfléchir, hein. C'est très intéressant. Écoute, je te le dis, tout ce que tu disais résonnait énormément pour moi, surtout à la fin, entre le PhD, le livre et tout ça, mais ça sera un sujet pour une autre fois. Voilà. Très bien, avec Merci pour plaisir. ton temps encore. Mille merci à toi, Sarah. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!